Oui, madame. Bonsoir. Ce que je souhaiterais savoir, c'est que se passe-t-il pour les communes qui n'ont pas de liste animaliste. Moi, je suis dans une commune à Olson, donc, qui n'a pas de liste. J'ai passé 2 accords, parce que je représente la Fondation Roger-Laco. J'ai passé 2 accords avec 2 candidats qui ont profité de l'occasion pour éventuellement me dire oui maintenant pour certains arrangements, surtout pour les chats errants, puisque nous prendrons en compte la stérilisation des chats. La Fondation le paiera, nous avons un vétérinaire qui nous fait des prix associatifs, le vétérinaire d'ailleurs au sol, alors que la présente Madame le maire n'a jamais accepté. En contrepartie, nous demandions précisément des petites cabanes, enfin des coins où les chats pouvaient s'abriter. Et alors les 2 candidats avec lesquels j'ai passé accord, voilà, ils ont profité des circonstances puisque nous sommes en période électorale. Rien n'est moins sûr après s'ils vont le faire ou pas. Alors par contre, je voudrais savoir effectivement qui allons-nous voter, parce que moi, très franchement, tout ce qui vont se présenter là, il n'y en a aucun qui n'arrive à me convaincre, surtout pour la cause animale. Que faire? Merci madame. Je prends 2 ou 3 autres questions maximum, et après on essaie de répondre par petite vague de questions. Vous m'entendez? Alors justement, demain, il y a un événement qui fait un point de presse pour parler de la cause animale. Est-ce que vous pensez qu'il commence à prendre conscience, notamment parce que cette année, il y a, toutes les élections, il y a un parti animaliste qui était là avant, ou est-ce que vous pensez que c'est une façon de satisfaire un peu tout le monde? On verra pour les suivantes. Donc, juste, c'est fait la marche, juste pour mémoire, effectivement, madame habite au Sonne. Donc il n'y a pas de liste, effectivement, parti animaliste, ni même de ce qu'on appelle des listes d'alliance, où effectivement il y a des candidats de partis animalistes qui intégreraient cette liste et qui porteraient cette voie-là. Vous dites effectivement, vous avez des accords, je ne sais pas si c'est vraiment des accords formalisés par écrit, etc., avec des candidats de 2 listes différentes pour la question de la stérilisation des chats errants, qui est un problème. Oui. Ouais, je comprends. Ils récupèrent ponctuellement, parce que ça les intéresse aussi une période électorale. Je ne suis pas sûre que ça suivra. D'accord. Et donc madame demandait effectivement, je pense qu'il y avait des consignes de vote, s'il y a que faire par rapport à ça. Voilà. Bonsoir. Alors, le parti animaliste, effectivement, ne donnera pas, par contre, de consigne de vote. Donc, on ne peut pas vous aider par rapport à ça. Ce que vous pouvez faire, c'est regarder donc, sur le site internet Politique et Animaux, qui en fait donc, répertorie les positions en fait, donc, des différents candidats et politiques par rapport à la cause animale. Donc, vous pouvez consulter ce site et tâcher de vous faire une idée, mais de notre part, il n'y aura pas de consigne de vote sur Essonne ou dans d'autres communes. Vous pouvez regarder à titre personnel, mais de notre part, en tout cas, on ne va pas vous orienter vers un parti ou un autre. Oui, en fait, c'est vrai que pour le demande de l'annonce, merci Julien. Déjà sur les listes, effectivement, ce qu'on appelle d'alliance par rapport aux listes autonomes que vous pouvez avoir à Toulouse, c'était déjà assez difficile hein, pour le parti animaliste d'intégrer des listes qui ne sont pas forcées, enfin qui sont pas dire, que centrées sur la cause animale, mais traitent de tout. On avait des exigences à satisfaire et globalement, par rapport au nombre de contacts qu'il y a eu et nombre de rencontres et tentatives de négociation, ça a plutôt été globalement peu peut-être de concrétisation pour le nombre de contacts qu'il y a eu, parce que justement la classe politique les partis. La classe politique n'a pas assez intégré cette question-là comme étant fondamentale dans les exigences des Français en matière électorale. Ça le devient. Hein. On me rappelle, effectivement, il y a 59% des Français, sont un sondage IFOP de février 2020, qui souhaitent en fait que les candidats aux élections municipales proposent des mesures fortes de protection animale qui soient tenues durant leur mandat. Donc 59%, donc ça a vraiment augmenté de 20 points en l'espace de 3 ans par rapport à des élections qui étaient législatives. Voilà, mais voilà, ça vient. Après, c'est vrai que c'est difficile. Hein. Sur la question des écologistes, ça peut varier effectivement selon
selon les municipalités, etc. Donc c'est vraiment à voir au cas par cas. Peut-être que vous faites bien aussi d'aller voir. Deuxième question, madame, effectivement, par rapport à le fait que Jean Boudin donne une petite conférence effectivement sur cet aspect-là du programme. Un point presse, voilà, demain. Voilà. Est-ce que vous vous posiez la question de savoir si c'était le fait qu'il y ait une liste 100% animaliste à Toulouse, ça a pu jouer effectivement sur sa décision d'en sortir comme ça un point presque sur ce focus-là? Ou est-ce que c'est une évolution effectivement de la prise de conscience qu'il y a cet avantage chez les Français Oui, donc on peut être que ravis que M. Boudin s'intéresse enfin à la cause animale au bout de 6 ans de mandat. Maintenant, c'est vrai qu'on peut craindre qu'il utilise ce thème-là comme fonds de commerce électoral, en fait, puisqu'effectivement, depuis les élections européennes de 2019, on parle beaucoup plus de la cause animale dans les médias et comme stratégie politique aussi, puisqu'on a bien vu qu'avec les 2,17% qu'a fait le Parti animaliste aux élections européennes, ça a suscité, en tout cas, enfin ce n'est peut-être pas que à cause de ça, mais en tout cas ça a permis de susciter le débat autour de cette question-là pour tous les partis. Et comme je disais en introduction, la plupart des partis se sont emparés de ce sujet-là, donc c'était tout à fait logique que M. Boudin fasse de même, comme l'a fait les écologistes, comme l'a fait un petit peu avant la France Insoumise, etc. Donc on espère en tout cas que ça va mener à des vraies mesures en faveur des animaux, puisqu'on ne peut que souhaiter ça, nous en tout cas les nouveaux. Maintenant, que ce soit du fait de la présence du parti animaliste ou pas, on ne peut pas de toute façon en être sûr, mais dans tous les cas, on est ravis qu'il y ait peut-être des mesures qui seront enfin en faveur des animaux à Toulouse, ou en tout cas dans son programme. On peut aussi remarquer, au niveau national, on a reçu beaucoup de demandes de différentes formations politiques pour obtenir des alliances avec le Parti communiste ou des soutiens. Il y a même dans certaines villes des villes qui se font attribuer le logo du Parti animaliste. Donc ça prouve quand même que les autres formations politiques ont envie de s'attribuer les voix des potentiels animalistes dans leur commune, parce qu'on voit que vraiment, effectivement, ils peuvent gagner plusieurs points de pourcentage grâce à des propositions en faveur des animaux. Merci beaucoup. Je vais prendre d'autres questions, même d'autres remarques par rapport au... Oui. Je vais commencer ma question par un témoignage personnel, parce que j'ai pour compléter ce que vous disiez sur la question, dans ma vie, il n'y a pas de parti animaliste, donc qu'est-ce que je fais? Moi, à titre personnel, dans ma ville, à Cugno, j'ai rencontré les candidats, alors pas tous, mais ceux qui se rapprochaient le plus de ma sensibilité, pour essayer de les convaincre par rapport effectivement au programme politique animaux, donc avec la fameuse charte d'une ville pour les animaux. Et il y a eu déjà quelques candidats, 2 qui se sont engagés, un à fond et l'autre avec pratiquement la majorité des questions, sauf la chasse, hélas. Mais bon, c'est déjà en encourageant déjà les bonnes volontés. Et il y a eu, parmi les candidats que j'ai rencontrés, il y en a une qui a adhéré à une comment dire, on pourrait appeler ça peut-être un logo, je ne sais pas. Animal et cité, je ne sais pas si vous connaissez ce principe qui, j'ai l'impression, commence à intéresser pas mal de politiques, qui consiste à utiliser des animaux dans un but donc utilitaire. Donc par exemple faire brouter des chèvres pour éviter d'engager des jardiniers, pourquoi pas. Par contre, il y a quelque chose qui m'a un petit peu choqué, c'est, alors à titre personnel, après c'est mon opinion, on voit par exemple qu'il y a des animaux qui sont utilisés par exemple pour des spectacles, on va les dompter par exemple pour des spectacles, ou j'ai vu autre chose qui m'a choqué, j'ai oublié. Ah oui, de revenir aux chevaux qui tractent. Voilà.
il y a dans certains gros villages, il y a du ramassage scolaire avec un tombereau et un cheval. Voilà, alors donc la question que je me pose, parce que en fait la question c'est l'intérêt de l'animal. On est là pour ça ce soir. Donc moi je me pose la question, est-ce que l'animal, et ce sera intéressant d'avoir l'avis de la liste partie animaliste sur cette question, est-ce que l'animal doit forcément être utilitaire pour qu'on puisse le respecter? C'est une question, parce que c'est une question à la fois éthique et sociétale. Est-ce qu'on doit forcément, pour sauver l'animal, le rendre utilitaire voilà. Ouais, je pense que de réponse à cette question. Une autre question? Vous posez une remarque? Ouais. J'ai encore deux remarques, toujours autour des animaux sauvages. Dans 20 minutes, il y a un mois ou deux, je crois, il y avait eu un article sur des chasseurs qui s'étaient posés comme coopérant avec la ville par rapport aux sangliers et autres ongulés qui rentraient dans la ville. Je ne sais pas si vous avez réfléchi par rapport à ça, sur votre éventuel positionnement le jour où tu seras au conseil municipal. Avant que tu me dises ce que tu veux faire. Parce que les chasseurs avec la ville, moi ça me gêne un peu. D'ailleurs j'ai vu des sangliers et des renards dans le bus. Et puis j'avais une autre remarque aussi, c'est par rapport aux feux d'artifice et autres joyeusetés de ce genre qu'on organise, qui sont organisées dans Toulouse et qui provoquent la mort de plein d'animaux. Enfin, les oiseaux, c'est ce qu'on voit évidemment, et ça serait bien qu'on fasse quelque chose. Alors évidemment, ça risque de ne pas plaire à la population, mais bon, qu'on fasse quelque chose, quoi. Donc, soit que ça soit assourdi ou que ça soit interdit carrément, je ne sais pas. Mais, voilà. Bien, merci beaucoup. Donc on va tenter de répondre effectivement à la première question qui nous a été posée sur la question du recours à l'animal dans les services municipaux, on pourrait dire, et avec cette question posée qui est-ce que l'animal doit-il forcément être utilitaire pour être respecté? Voilà. Je pense que c'est clairement bien posé. Oui, alors non, clairement, pour nous et dans notre programme, il n'y a pas de différence entre les animaux qui sont dits utilitaires et les animaux qui ne le sont pas, puisque quand on parle notamment de la gestion et de la régulation des pigeons, comme le disait Quentin dans son discours, on n'a pas de notion d'utilitaire. En fait, pour nous, l'animal doit être respecté, son intérêt doit être respecté et on doit générer en tout cas le moins de souffrance possible. Peu importe qu'il soit utilitaire ou qu'il soit classé dans la catégorie des nuisibles par certains services de l'État, pour nous il doit être respecté et en tout cas son intérêt doit être pris en compte. Après, pour rebondir sur le fait d'utiliser par exemple des animaux pour remonter l'herbe ou autre, d'un point de vue plus éthique en fait, notamment il y a une grande demande à Toulouse de fermes urbaines et de maraîchage. Il y aurait possibilité, en prenant en compte l'intérêt des animaux, de pouvoir sauver des poules dites réformées qui auraient dû aller à l'abattoir pour pouvoir les mettre dans ces zones urbaines un peu végétalisées, sans en attendant rien du tout, mais pouvoir les sauver. Et pour les habitants qui veulent ramasser des œufs, ça ne dérangera pas la poule et ça sera de l'abattoir. Il y a aussi après cette réalité-là, il y a des possibilités de sauver des animaux sans pour autant les voir de façon utilitariste, mais juste les sauver comme il y avait eu, c'est à Colomiers, il y a eu une réflexion, je ne sais pas où c'en est, sur les animaux de la pelouse, et c'était des animaux qui auraient été aussi sauvés de l'abattoir.
et qui aura été utilisé ensuite juste pour goûter l'herbe et ensuite mis dans un espace suffisamment grand avec le respect de l'animal. C'est des choses qui peuvent être réfléchies en tout cas dans un premier temps, puisque aujourd'hui on vit quand même dans une société où malheureusement les animaux ne sont pas du tout respectés et il y a besoin de commencer quelque part. Intervenir sur la population dans Toulouse même, par exemple 2 sangliers et 2 renards notamment. Dont les ungulés, ouais, tout à fait. Tout à fait. Et donc, quelle est la position de Toulouse Animaliste là-dessus et comment faire aussi pour faire ça? Que faire? Voilà, que faire par rapport à ces... Est-ce qu'il faut faire quelque chose et si oui, que faire? Voilà, est-ce qu'il faut faire quelque chose et si oui, que faire par rapport à ces animaux? Oui, on avait vu passer l'article sur la minute, c'était je crois aussi sanglier, du coup ils avaient mis une sorte de collier pour voir un peu où se déplacer partout dans Toulouse, je me parle de ça. C'est ça, ouais. Je crois que c'était du coup 600 millions en effet en coopération avec les chasseurs. Que faire? C'est une très bonne question. Déjà la première chose c'est faire en sorte de ne pas détruire l'habitat naturel de ces animaux et respecter peut-être un peu plus leur habitat en limitant l'urbanisation excessive de Toulouse. Voilà, c'est trop tard. Voilà, c'est trop tard pour les autres. Et enfin, pour ces animaux, les sangliers, en fait, ce qui a été vu et les premières retombées de l'étude, c'est qu'ils allaient surtout dans un endroit qui était en friche et qui était totalement libre d'accès pour eux. Et en fait, la solution la plus facile à faire, c'est de faire en sorte que ces friches, sans les bétonner, soient notamment, pourquoi pas, utilisées pour faire des jardins partagés, etc. Et qui soient ensuite protégés pour pas que les sangliers aillent sur cet endroit et que ensuite les habitants se plaignent de ces sangliers, parce que c'est du fait que les habitants et habitantes se plaignent notamment des dégâts que les chasseurs ont été appelés pour essayer de gérer cette situation. Donc c'est faire en sorte de prévenir avant de devoir utiliser des moyens de régulation de l'État. Après malheureusement c'est au niveau national aussi qu'il faut légiférer pour faire en sorte que les chasseurs ne s'occupent pas de la gestion de la biodiversité. Et ça c'est pas une compétence de la municipalité en soi. Malheureusement. Est-ce qu'on ne peut pas laisser les friches justement? Le problème si on laisse les friches, c'est une discussion je pense qu'il faut avoir avec notamment les associations de défense des animaux et les associations qui connaissent le milieu sauvage, c'est savoir comment faire pour que les sangliers en fait puissent ne pas effrayer les habitants et habitantes qui aujourd'hui se plaignent de la destruction des terres et des dégâts qu'ils peuvent engendrer. Et malheureusement, il n'y a pas de solution miracle là aujourd'hui parce que on n'a pas les tenants et aboutissants de tout ce qui s'est fait. Il y a une certaine opacité et c'est quelque chose. Il y a des gens qui se plaignent très vite. Oui. Moi, il y a un point que je vais voir très souvent parce que je suis une population d'oiseaux et il y a aussi des radonats en coin. Il y a des gens qui se plaignent d'une pullulation de radonats. Oui. Moi, j'en vois tout le temps 2, 3. Alors, tout de suite, les gens ils voient 1, 2 radonats, 1, 2 sangliers et ça pullule. C'est du coup aussi dans le programme de Toulouse Animaliste ce côté un peu sensibilisation, ce côté redéfinir la place de l'animal dans la ville et dans le milieu périurbain et montrer en fait qu'il y a une cohabitation possible entre humains et animaux et aussi voir, et c'est ce qui se fait un peu au niveau de l'agriculture, voir que oui il peut y avoir des dégâts mais la vie de l'animal elle compte aussi et en fait à quel point on peut accepter oui bon mais il va abîmer un peu ça et ça, c'est pas très grave, la mairie prend en charge les réparations, elle prend en charge le fait de sécuriser peut-être les endroits où il y a des enfants qui vont passer et
etc. Et ensuite laisser à l'animal de se balader, de vivre là où il est, parce que c'est aussi les humains qui ont, du fait de la sururbanisation, détruit l'habitat naturel. Ça c'est aussi un levier possible, et ça se fait dans la discussion avec tous les acteurs, et c'est clairement aussi là. J'ai l'impression qu'il y a une peur des gens parce qu'ils ne connaissent plus du tout. Ils voient un sanglier, ils ont peur, quoi. Alors qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Non, il n'y a pas de raison d'avoir peur, et il n'y a pas de raison de tout de suite vouloir réguler ça. C'est un faux mot de vouloir tuer et assassiner un animal parce qu'il fait un peu de dégâts, alors que c'est pas si grave que ça. Le budget de la mairie est assez grand pour pouvoir dédommager les habitants et habitantes ou remplacer le mobilier urbain abîmé par le sanglier. Un autre exemple, j'avais un ami qui savait qu'il y avait des renards qui habitaient sous la maison de copain à lui. Il m'avait dit surtout, il ne faut pas que ça se sache, parce que ce renard il va se faire cibouler. Alors il était bien, il ne dérangeait personne, mais les gens autour avaient peur. C'est dingue. Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement la peur de l'inconnu, la peur de l'individu qu'on ne connaît pas, avec les on-dit, porteurs de maladies. Donc c'est vraiment sensibiliser à la base les enfants et aussi du coup les personnes, les adultes sur les animaux, et montrer que c'est pas, un animal n'est pas dangereux et qu'il peut vivre à côté de nous. Toujours donc sur la question effectivement de la cohabitation entre les activités humaines et la vie des animaux sauvages, l'autre question qui était posée sur les spectacles, les feux d'artifice notamment, qui est destructeur de la faune sauvage. Il y a deux choses. Alors, il y a en effet les feux d'artifice. D'ailleurs, très récemment, il y a 2 semaines ou une semaine, il y a eu un feu d'artifice à Toulouse encore. Donc, déjà, ça commence à faire beaucoup. Nous, on veut mettre en place, en effet, en premier lieu, des feux d'artifice qui ne font pas de bruit. Donc, ça existe notamment en Suisse. C'est aussi comptabiliser et voir du coup l'effet réel de ces feux d'artifice sans bruit sur la population, sur les individus, notamment les oiseaux. Aujourd'hui, si vous envoyez un mail ou un courrier à monsieur le maire pour savoir si les feux d'artifice du 14 juillet font des dégâts et tuent des oiseaux, il va vous répondre que les agents municipaux, le lendemain, le 14 juillet, ne retrouvent jamais de cadavres d'animaux. Et que... Cette année, on les a ramassés, les oiseaux. Oui, mais si vous voyez, en fait, il va vous répondre quand même. J'ai une personne qui milite aussi pour les animaux et pour notamment les oiseaux, qui a envoyé un mail à M. Moulin et on lui a répondu qu'il n'y avait pas de preuves réelles du fait que les feux d'artifice soient meurtriers pour les oiseaux. C'est sa vision, c'est pas ce qu'on partage. Nous, on est bien conscient que les feux d'artifice, notamment ceux qui font du bruit, sont un véritable. Ça crée une véritable catastrophe au niveau des oiseaux, mais aussi au niveau des animaux de compagnie, avec des chats, des chiens qui vont s'enfuir et se retrouver dans la rue, voire écrasés par des voitures. Donc nous, c'est mettre en premier lieu des feux d'artifice sans bruit, faire évaluer si c'est efficace pour les animaux, et si c'est pas efficace, avec la population, réfléchir à des festivités qui seront moins nuisibles pour les animaux. Lors du 14 juillet, on peut très bien s'amuser sans feu d'artifice avec d'autres spectacles. Donc ça, c'est à réfléchir. Et c'est aussi, du coup, notamment lors des éclairages des monuments historiques qu'il peut y avoir en centre-ville de Toulouse notamment, c'est voir si ça ne gêne pas aussi la population des oiseaux qui vivent la nuit ou qui dorment et qui font des fois leur nid dans les bâtiments publics, pour voir s'il ne faut pas éteindre plutôt certains bâtiments pour ne pas gêner les oiseaux qui auraient fait leur nid dans ces bâtiments-là. Donc c'est repenser la ville pour les humains mais aussi pour les animaux. Voilà, arrêter d'avoir une vision anthropocentrée et on va dire un peu égoïste de la ville. On n'est pas les seuls en effet à vivre à Toulouse et il faut commencer à prendre en compte les intérêts des animaux. Merci. Alors moi, ma réflexion, ma question dépasse le municipal de Toulouse. Je suis anti-publicité, c'est mon opinion, mais je me demande toujours comment se fait-il qu'on voit toutes ces publicités, je parle essentiellement de la télé, même les deux grandes SPA,
Ils font des campagnes pour ne pas abandonner les animaux, un peu de moralisation, on ne peut pas le dire, c'est nécessaire. Hein. Mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas des campagnes pour dire stériliser vos animaux, stériliser vos animaux? Est-ce que c'est le lobby vétérinaire qui est là derrière? Comment ça se fait ça? Parce qu'il y a plein de gens qui... Bon, moi je m'occupe des chats. Il faut voir tous les gens que j'informe sans arrêt, pourquoi vous ne stérilisez pas votre chat, pourquoi vous ne stérilisez pas votre chat. Alors il y en a, ça ne leur vient pas à l'idée, et puis d'autres, c'est parce que c'est trop cher. Alors, je me demandais si le parti animaliste, à un moment, s'il avait un budget quelque part, ne pourrait pas faire des campagnes publicitaires pour stériliser essentiellement les chiens et les chats. Merci. Sur cette remarque-là, qu'est-ce que je vais formuler, qu'est-ce que le parti animaliste pourrait faire, effectivement, s'il y avait des élus, et notamment à la délégation de la protection animale sur la municipalité de Toulouse, pour inciter en fait les administrés, les Toulousains et Toulousaines à stériliser leurs animaux. Voilà. Oui, donc effectivement, c'est déjà dans le programme du Parti animaliste et gréguiste Toulouse animaliste de faire des campagnes de sensibilisation à la stérilisation, des campagnes de sensibilisation contre les abandons notamment, et notamment avec les fonds qui seront pris sur la fin des subventions aux activités génératrices de souffrance pour les animaux, puisqu'on souhaite rediriger ces fonds-là vers ces campagnes de sensibilisation et justement pour avoir un impact sur toutes les personnes qui ne sont pas encore informées des bienfaits de la stérilisation pour les animaux. On a aussi en fait pour but d'augmenter le budget qui est alloué actuellement aux associations, puisque M. Moudingue attribue un budget, il me semble, de 9 000 €. Non, même pas tant. Si. Environ, il me semble, 9 000 € pour les associations qui aident les animaux, donc ce qui est absolument ridicule, hein, vu l'ampleur de la tâche à Toulouse. Le but de notre liste, ça serait aussi d'augmenter ce plafond-là pour que les acteurs sur le terrain puissent réellement aider les animaux et faire de vraies campagnes de stérilisation. Et aussi, vous avez évoqué le fait qu'il y ait des personnes qui évoquent le fait que la stérilisation coûte trop cher. Donc c'est aussi une réalité où on a des personnes qui sont en situation de précarité parce que voilà, la société est ainsi. Et c'est mettre en place un dispensaire municipal à Toulouse avec des tarifs préférentiels suivant si on gagne un peu d'argent, si on a un petit salaire ou si on n'a pas du tout de salaire. Et du coup permettre à toutes les personnes qui ont des animaux de pouvoir stériliser leur animal sans pour autant devoir se sacrifier ensuite sur une autre partie de leur budget, puisqu'aujourd'hui tous les animaux n'ont pas à subir en fait les inégalités de notre société. Donc mettre en place un dispensaire municipal pour ces personnes-là, c'est dans le programme de Toulouse animaliste. Oui, je voudrais rajouter quelque chose. Donc, je voudrais adresser une petite pensée également à notre commissaire Valérie Liver, qui n'est pas là ce soir, car elle est responsable en fait d'une asso sur Toulouse qui s'appelle le Resto des Animaux, et elle est actuellement en train de faire une maraude ce soir. Elle fait ça 2 fois par semaine pour aider justement les animaux en fait, des SDF ou des personnes en difficulté en leur apportant de la nourriture pour leurs animaux. En fait, il faut savoir que sur Toulouse, il y a beaucoup de gens, de bénévoles dans des associations qui font un travail qui normalement devrait être fait par la mairie, et nous on voudrait en tout cas aider ces gens-là qui font donc toutes ces choses bénévolement et souvent avec leurs propres deniers pour, comme l'a dit Ophélie Balistan, donc réorienter en fait ces fonds, puisqu'on est quand même à Toulouse sur une très grande ville, et il y a peu de choses qui sont faites par rapport à tout ça. Donc on peut agir bien entendu au niveau des subventions publiques de la municipalité par rapport à tout ça. Donc que ce soit pour les chats errants abandonnés, les chats qui sont dans les refuges, ou pour aider en tout cas les gens qui ont des animaux mais qui n'ont pas forcément les moyens de les faire stériliser ou de les faire identifier, ce qui pourtant est obligatoire. Et là encore, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Il y a aussi beaucoup d'informations à faire par rapport à tout ça. Merci, puisqu'on parlait effectivement tout à l'heure aussi de l'importance effectivement de se présenter à chaque élection, la question effectivement des chats errants en fait, des chats qui n'ont pas de maître abandonnés, ou
c'est aussi une décision en fait, qui se prend au niveau législatif de pouvoir, quand vous parlez effectivement des personnes qui disent que ça coûte trop cher, ce qu'on voudrait en fait au niveau législatif, au niveau national, c'est qu'il y ait une possibilité de déduction fiscale de la stérilisation de nos animaux de compagnie. Donc ça touche quand même un foyer fiscal sur deux qui paie des impôts, donc, par exemple à hauteur de 66 ou 70%. C'est un problème à multiples facettes. Il y a aussi la question d'interdire la cession, interdire la vente d'animaux de compagnie donc dans les animaleries, parce que c'est par ricochet, c'est ce qui peut entraîner aussi des abandons derrière. Et voilà, donc ça se voit à plusieurs niveaux, à l'échelle municipale bien sûr, et à l'échelle nationale pour essayer d'endiguer de façon globale, mais c'est pas quelque chose de simple. Je vais reprendre des questions ou des remarques. Ouais. En fait, c'est plutôt une remarque, c'est juste en fait par rapport à l'alimentation. En fait, la question c'est que les gens, les électeurs soient bien conscients qu'on n'interdit pas, que le parti animaliste n'interdit pas aux gens de manger de la viande. C'est important que les gens ne se sentent pas, coupables, alors même qu'on a quand même des convictions profondes de respect de l'animal. Donc c'est un sujet qui est assez difficile, parce que la société n'est pas encore prête à envisager une végétalisation globale de la société. Donc en fait, je pense que les gens sont plus en attente de limiter la souffrance aux animaux qu'au principe de les tuer. C'est l'analyse que je fais moi personnellement, mais après la question c'est que les gens soient bien conscients que le parti animaliste n'est pas un parti vegan. Voilà, ce serait peut-être bien de le confirmer. Ouais. On va parler maintenant, on a plusieurs réponses, je pense, là-dessus. Alors déjà, effectivement, on va dire qu'en tout cas, le parti animaliste, il n'encourage pas à manger des produits d'origine animale, déjà. Après, effectivement, c'est pas tellement le parti animaliste en lui-même, c'est surtout, effectivement, ce qui est prêt à concéder la population électorale. C'est aussi ça, en fait, si tu veux. C'est qu'est-ce que... Comment dire, ça sert à rien de dire effectivement, si on peut effectivement nombreux penser qu'il faut fermer les abattoirs, si c'est pour l'attente de la population électorale n'est pas du tout celle-là, c'est pour se retrouver avec 0,1%, en fait, c'est pas du tout l'intérêt en fait. Donc le programme il est évolutif, mais je vais essayer de répondre nos candidats. Et donc en effet le parti animaliste n'est pas vegan, n'est pas végétarien, n'est rien du tout, il s'adresse aux électeurs et électrices en tant que citoyens et citoyennes. Donc, de ce fait-là, les gens ont quand même assez conscience maintenant que le parti animaliste n'est pas dans une promotion du véganisme ou du végétarisme, parce qu'on est sur un autre registre, sur un registre plus politique. Ensuite, nos mesures sont assez claires, c'est 2 repas végétariens ou végétaliens par semaine pour les enfants, pour les personnes âgées et pour toutes les cantines ou les restaurants administratifs gérés par la mairie. C'est une option végétarienne ou végétalienne tous les jours pour les familles ou les enfants qui souhaitent ne pas manger de la viande ou qui, de par leur confession religieuse, ne peuvent pas manger de la viande. Ensuite, c'est faire en sorte que dans tous les buffets officiels de Toulouse, les buffets soient 100% végétariens ou végétaliens. Et rajouter bien sûr le fait que l'interdiction, le fait de ne pas avoir de foie gras notamment. Et enfin, il y a quand même dans la population aujourd'hui, comme l'a dit Bastien, il y a une attente quand même assez forte de réduction de la part de produits carnés dans les assiettes. C'est juste qu'il y a aujourd'hui les politiques de la ville notamment qui ne suivent pas et qui ne vont pas dans ce sens-là. Donc en fait, le parti animaliste est plutôt dans le sens de la population, dans ce qu'on appelle une transition, avec 40% avec une réduction de 40% de la consommation de viande d'ici 2030, avec les rapports de l'OMS, les rapports du GIEC, les rapports de l'ONU qui vont dans ce sens-là, et une population au final qui est assez ouverte
à cette question et qui ne voit pas de souci à ça, en sachant qu'aujourd'hui en plus notre modèle agricole qui est aujourd'hui gangréné par la FNSEA est un modèle qui, en plus d'exploiter et maltraiter les animaux, est aussi destructeur pour les paysans. Donc on va vraiment dans le sens de la population et il n'y a pas de quiproquo ou de problème de ce côté-là.